Je pense que Korian est pionnier avec une expérience comme celle-là parce que c'est démontré qu'il y a très peu d'endroits dans lesquels on a organisé quelque chose, un rituel autour du départ de la personne. Ce que je voudrais dire, c'est que la mise en place de ce rituel, c'est quelque chose qui ne s'est pas fait comme ça. C'est évidemment le fruit de tout un cheminement. C'est-à-dire qu'il y a eu d'abord la mise en place d'une culture palliative dans l'établissement. Et c'est seulement quand tout le monde a été prêt qu'ils ont construit ce rituel, ils ont réfléchi et ensuite ils l'ont expliqué. Au début, d'ailleurs, la directrice m'a dit qu'il n'y avait que 4 personnes. Et puis peu à peu, les gens en ont parlé et on s'est aperçu en fait que maintenant, je crois que l'ensemble de l'établissement vient, pas seulement le personnel, mais aussi les autres résidents, aussi les familles, et pas seulement la famille de la personne qui est décédée, mais aussi les autres familles. Et que c'est devenu un moment fort, un moment, comme ils le disent très bien, un moment d'accompagnement jusqu'au bout, un moment humain. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est que les autres résidents, lorsqu'ils assistent à une haie d'honneur, eh bien, ils se disent, moi aussi, le jour où je mourrai, ben, j'aurai aussi ma haie d'honneur. C'est une porte ouverte pour parler de la mort. Si on dit ça, c'est qu'à ce moment-là, la porte est ouverte, on peut parler d'autres choses, pas seulement de la musique, mais aussi peut-être de ce qu'on souhaiterait. On va y revenir certainement dans cette table ronde, mais ce qu'on souhaiterait pour sa fin de vie. On peut parler de ces directives anticipées, qui sont des directives orales à ce moment-là, mais on peut en parler. Vous voyez, la haie d'honneur, elle ouvre des tas de portes, une porte d'humanité, de convivialité, on se soutient les uns les autres. Et puis, la mort devient, à ce moment-là, elle prend sa place dans la vie. En vous écoutant, je me souvenais que parfois, vous savez, pour les gens très très âgés qui ont vu disparaître leurs amis, parfois on dit on est allé aux obsèques et il y avait quasiment personne. Là, d'une certaine manière, il y a beaucoup plus de monde. C'est aussi beau parce que parfois on termine dans l'isolation et là, du coup, on n'est pas là-dedans. Je crois que malheureusement, nous sommes dans une société plus de célébration que de transmission. C'est-à-dire qu'il est de très très bon ton à telle ou telle personne connue, on va en faire toute une histoire. Mais sinon, on a tendance beaucoup, parce que c'est la modernité, parce qu'il faut aller vite, parce que c'est le nouveau monde, à chaque fois de construire une sorte d'idéologie qui oublierait, qui nous dirait, en fin de compte, on recommence de zéro à chaque fois. Or, une société ne recommence jamais de zéro. Elle est le fruit, le construit, avec ses paradoxes, avec ses difficultés, mais elle est le fruit de tout ce qu'il y a eu auparavant. Et c'est ce qui fait sa force, ce qui peut aussi faire sa faiblesse. Mais c'est comme si on faisait une maison sans construire les murs, quoi. Si on met le toit tout de suite, ça ne marche pas. Voilà, c'est pareil, une société, ça grandit, ça évolue, parfois ça régresse, ainsi de suite, mais c'est en fonction des soubassements, c'est en fonction de ce qui s'est passé. Donc malheureusement, nous sommes dans une société qui, au nom de la technologie, au nom de la modernité, au nom d'un certain mépris pour le avant, pour l'histoire même, il y a un mépris et un déni trop souvent de ce qui s'est passé auparavant. Je dirais un peu comme mon voisin, c'est que toutes les sociétés, toutes les cultures ont besoin de rituels et de symboles. Si on n'a pas ça, on est perdu, on est dans l'océan et on est malheureux. Et l'angoisse qu'il y a, c'est de ne pas avoir de point d'appui, de point de repère, de représentation symbolique. Donc il me semble que les rituels, ça doit être une conquête de notre culture, qui a perdu pour des raisons de consommation, ni plus ni moins. C'est que chaque fois que vous avez des interdits, en quelque sorte, c'est pas bon parce que ça empêche le libre cours des échanges. À ce propos, il faut lire un concept qui a été fait par quelqu'un qui est mort d'ailleurs il n'y a pas longtemps, qui s'appelle Zygmunt Bauman, qui a écrit La société liquide. Une société liquide pour pouvoir consommer, s'échanger, pas besoin de rituels, de symboles, de points d'appui. Oui, mais seulement on est très malheureux. Donc, toutes les civilisations ont trouvé les rituels. La troisième vision de la mort en nombre, où il n'y a pas grand-chose à faire, il y a quand même quelque chose à faire, c'était dans l'épidémie de choléra à Goma, après
94, les camps de réfugiés Hutus du coup, puisqu'ils étaient obligés de se réfugier au Zaïre, il y avait des morts en nombre, il y en avait partout, choléra. On allait chez l'un, chez l'autre, et il y avait des internationaux qui travaillaient en perfusion. Il y a que faire. On allait, on perfusait, et puis tous ces morts, sur le bord de la route, il y avait une association que je connaissais, une association irlandaise catholique, qui venait pour ramasser ces gens et pour faire une cérémonie de départ. Et disait que c'était comme les grandes confréries dans les pestes du Moyen-Âge. Elle dit qu'il faut les enterrer avec piété, faire une cérémonie. Ça m'avait frappé. Il avait commencé par me dire « Welcome to hell ». Bienvenue en enfer, c'était vraiment l'enfer. Mais c'est des points d'appui d'avoir des rituels. Il faut que ça... Parce que là, on est au milieu d'un désastre tel que si vous n'avez pas ça, vous êtes vaincu vous-même. Quand j'entends les difficultés, j'ai vu dans le film quand il y a l'aide-soignante, le soignant qui exprime clairement de temps en temps, on ne sait pas comment faire, comment se pose la question de la mort, comment on les accompagne. Moi je me dis, est-ce que réellement, nous, les soignants, on se pose les bonnes questions? Est-ce que au sein de nos établissements, dans le parcours de soins et de santé de nos patients, est-ce qu'on réfléchit à ce que c'est réellement une démarche palliative? C'est de se dire, est-ce que réellement, ensemble, nous avons mis en place des instances de concertation, des instances de discussion, des instances d'expression, les rituels dont on en parle? Est-ce que ces rituels-là, ils ont un sens pour nous, les soignants? Est-ce qu'ils ont un sens pour les gens qui ont vécu ce parcours de vie difficile dans le cadre des pathologies chroniques, mais aussi un sens pour les familles? Et je pense que quand on est en difficulté, il faut qu'on arrive à un moment donné d'exprimer ces difficultés, de le partager, mais aussi avoir en face des experts. Et quand je parle de l'expert, ça peut être tout simplement les gens qui ont vécu des situations difficiles. On a parlé justement de l'expérience des établissements avec la mise en place de aide d'honneur. Certes, dans un secteur de SSR, quand les gens arrivent qui sont en situation d'aiguë, régulièrement, on se dit, si, ils sont là en soignant, il faut les soigner, il faut qu'ils partent, ils sont là pour un problème de fracture de col du fémur. Mais on ne pense pas à cette démarche palliative sur une pathologie chronique qui a créé justement cette situation de chute et qui nous a amené à prendre en soin ces patients-là. Cette réflexion éthique qui est indispensable. Est-ce que de temps en temps, quand on est en difficulté, on n'essaye pas d'appliquer, comme tu disais, les gros mots, les procédures, les process et autres sur ce type de prise en charge palliative, et que ça nous permet de dire, écoutez, j'ai fait le travail que je devais faire. Donc, cette démarche éthique, pour moi, c'est indispensable. Comment il faut le mettre en place? Je pense que nous n'avons pas de solution donc toute faite, mais on a une expérience, on a des espaces éthiques. Dans l'avis du CCNE qui vient de paraître, il y a un paragraphe qui dit qu'il est notoire que, notamment dans les EHPAD, le sujet évité dans les conversations entre les professionnels de santé et les résidents est précisément celui de la fin de vie et de la mort. C'est un sujet évité. Alors, ce que je voudrais dire, c'est que souvent dans les établissements, on n'ose pas aborder cette question, et parce que justement on a l'impression que la mort c'est terrible, il ne faut surtout pas évoquer la question, alors que les résidents sont toutes des personnes qui y pensent. Comment voulez-vous qu'on dépasse l'âge, même en avançant dans la vie, mais quand on a plus de 80 ans, vous pensez bien que la question de la mort, elle est dans la tête des résidents. Ils y pensent, ils se posent des questions. Et la conséquence du tabou, du déni de la mort, c'est une immense solitude. On pense à ça et en même temps, on se sent très seul. Parler de la mort ne fait pas mourir. Moi, je le dis souvent, c'est ma formule, sinon je serais morte depuis longtemps.
il faut absolument apprendre à parler de ce sujet et de se rendre compte que peut-être même que ça libère du temps et de l'énergie pour la vie. Et combien de personnes âgées avec qui je parle, moi, dans un autre contexte qui est celui des résidences-services. Mais j'ai un atelier sur l'approche de la mort avec des gens qui ont entre 80 et 100 ans. Eh bien, ils me disent, Madame, on se sent mieux d'en avoir parlé. On a posé nos interrogations, nos peurs, on a exprimé ce qu'on souhaitait pour nous-mêmes, ce qu'on appelle les directives. Hein. Et puis, eh ben, maintenant, voilà, on sent qu'on peut en parler, on s'en est parlé entre nous, on sent qu'on peut... On se sent allégé. Et maintenant, nous avons de la vie devant nous. Essayons effectivement de mettre de la joie, de l'amour, du plaisir dans cette vie, qui est peut-être d'autant plus précieuse qu'on sait qu'elle est comptée. Donc l'idée, c'est de dire, intégrons en fait cette culture palliative dans nos pratiques au quotidien. Les études montrent que plus tôt on parle de prise en charge palliative dans le cadre des maladies chroniques, c'est mieux pour améliorer leur qualité de vie. C'est beaucoup plus intéressant, même en termes d'augmentation de l'espérance de vie, mais surtout pour les familles. C'est super important que les familles puissent se préparer à la compréhension de la maladie. Les patients eux-mêmes sont préparés à leur pronostic. Et l'HAD, en tout cas, c'est un des segments de parcours qui peut être intéressant pour un certain nombre de nos patients. Nous ne sommes pas dans ce cas-là dans les rituels, mais nous sommes plutôt dans l'accompagnement des patients, des familles, organisation et apaiser nos patients, diminuer leur angoisse. Vous savez très bien que quand on commence ces démarches avec l'équipe d'HAD, les études ont montré que les patients y font moins de dépression. Pourquoi ? Parce qu'ils sont rassurés, ils ont eu l'information et en même temps, ils savent qu'il y a cette possibilité de faire appel aux médecins traitants, aux réseaux de santé, aux associations, des professionnels, donc des libéraux qui interviennent en plus de notre équipe d'HAD. La souffrance des soignants. Depuis les années 50, la fin de l'hospice, on vous apprend quand vous allez à l'hôpital ou en réanimation que vous venez pour une réparation. Vous venez vous réparer. Donc si vous n'avez pas de peau, le malade vous a échappé et puis il meurt. Sinon, vous le stabilisez ou vous le guérissez. C'est d'ailleurs encore maintenant, le chirurgien, une fois qu'il a mis son dernier point, le malade est guéri, quoi. Et là, voilà que ils ont une autre fonction. Voilà que la guérison, la stabilisation leur échappe. Voilà que ces gens vont mourir et que c'est normal. Comment ne pas comprendre cette frustration ? On ne leur a pas appris. Pour les sociétés traditionnelles, la mort, les gens n'étaient pas contents de mourir à domicile, mais c'était accepté parce que la mort signifiait un passage. Et depuis l'Antiquité, c'était le Styx, un passage vers un autre état du monde, une espérance. La mort signifiait quelque chose. C'était à la porte, le passage, tout ce que vous voulez. Après, avec la technique, on a perdu cette notion d'espérance, de changement d'état. La mort, c'est la fin. Et quand vous êtes dans la vie, que vous avez des relations, des affections, vous savez que vous allez perdre tout ça et sans espoir. Comment imaginer son néant ? Impossible. Et comme le disait aussi, je pense que Xavier a raison, c'est de s'asseoir auprès de quelqu'un et même, justement, peut-être qu'on est dans la transgression parce qu'on a 1000 choses à faire, il le disait tout à l'heure, mais s'asseoir et dire « je sens que vous n'êtes pas bien, est-ce que vous pouvez me dire pourquoi ? Est-ce que vous pouvez me dire quelque chose là-dessus ?» C'est faire sentir qu'on est là, disponible à pouvoir entendre quelque chose. C'est énorme, et ça, dans l'écoute, mais aussi le contact, bien sûr, hein, prendre la main, être dans le contact du regard, faire sentir que la personne n'est pas seule. Voilà. Le monde est fragile, nous sommes fragiles, et peut-être que si nous acceptions mieux notre fragilité intime, notre fragilité personnelle et notre fragilité du monde, peut-être le rendrions-nous moins fragile
en le respectant et en nous respectant plus. Merci à tous pour votre participation.